Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Les dépenses pour la réalisation de la cérémonie d'investiture du 58e chef d'État haïtien le 7 février prochain ne doivent pas dépasser $1 million. C'est le souhait exprimé par le président élu Jovenel Moïse. Présentation ce mardi par le ministère des Travaux publics du rapport sur l'étude de microzonage sismique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Le film documentaire du réalisateur haïtien Raoul Peck, « Je ne suis pas votre nègre », est nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur documentaire. Le président élu haïtien, Jovenel Moïse, a recommandé que les dépenses pour la réalisation de son investiture le 7 février prochain n'excèdent pas $1 million. Le porte-parole de l'équipe de transition, Lucien Jurat, a soutenu que les différentes étapes de l'intronisation seront réalisées suivant la tradition. La prestation de serment par devant l'Assemblée nationale, suivie de la cérémonie religieuse et du discours inaugural au Palais national. Interrogé sur le montant considéré comme énorme compte tenu de la crise financière, M. Jurat a fait valoir que les précédentes cérémonies d'investiture avaient été bien plus onéreuses. Il cite à titre de comparaison les $4 millions dépensés lors de l'intronisation de René Préval et les $2 millions pour Michel Martelly. M. Jurat précise que la cérémonie sera protocolaire, mais dépouillée de toute dépense inutile. À ce sujet, le porte-parole de l'équipe de transition a précisé que les dépenses sont réalisées par l'administration Privert. Les requêtes sont soumises à l'administration du Palais national, explique-t-il. Les membres de l'équipe de transition ne sont pas rémunérés, a révélé M. Jurat. Cette stratégie aurait permis de dégonfler le budget de la cérémonie d'investiture. Le président élu a adressé des invitations aux anciens chefs d'État haïtiens ainsi qu'aux candidats à la présidence de 2016. En ce qui a trait aux chefs d'État étrangers, l'administration Privert et le staff du président élu se chargent séparément de lancer leurs invitations. Entre-temps, les membres de l'équipe de transition ont pu réaliser 4 séances de travail afin de favoriser une transmission harmonieuse des dossiers. À ce stade, les dirigeants du PHTK n'auraient pas prévu des rassemblements populaires afin de marquer l'intronisation du nouveau chef de l'État. Les membres de l'équipe de transition assurent que les mises en place vont bon train en vue du bon déroulement de la cérémonie de prise de pouvoir du président élu Jovenel Moïse. Jovenel Moïse va-t-il pouvoir prêter serment le 7 février prochain ? Deux thèses s'affrontent. D'un côté, celle du président du Sénat, M. Yuri Latortue, qui dit que la Constitution prévoit que le président élu prête serment devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire députés et sénateurs réunis. Et qui dit Assemblée nationale, dit obligation d'avoir un quorum. Or, il semble que la possibilité existe qu'il n'y ait pas de quorum du côté du Sénat. D'un autre côté, celle de M. Rénal Lubéris, conseiller du président élu, qui affirme que cette prestation de serment revêt plus un caractère solennel et que l'absence de quorum au Sénat ne saurait infirmer la décision du peuple souverain qui a élu Jovenel Moïse. Pour débattre de cette question, nous avons avec nous ce soir M. Rénal Lubéris. Bonsoir, M. Lubéris. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les amis auditeurs, téléspectateurs de Métropole. Voilà, avant de vous donner la parole, je voudrais vous donner une toute petite précision. Nous avons contacté le docteur Georges Michel, qui, comme vous le savez, est historien, mais aussi un ancien constituant, pour lui demander son avis. Et il a pris une attitude, disons, de roi Salomon, en me disant que vous aviez tous les deux raison. Et le sénateur Latortue et vous. Alors, en deux mots, Monsieur Lubéris, quels sont les arguments que vous mettez en avant pour dire que l'absence de quorum ne saurait empêcher le président élu de prêter serment le 7 février prochain? Évidemment, la présence du président élu à l'Assemblée nationale revêt un caractère solennel,
C'est la solennité républicaine, donc ça. c'est bien quand les institutions marchent, quand les institutions fonctionnent. La date du 7 février, c'est une date obligatoire. En Haïti, l'élection du président se fait au suffrage universel. C'est le peuple qui élit le président. Il n'y a pas besoin d'acte d'une autre instance pour que le président de la République entre en fonction. C'est une démarche solennelle, comme le président fait un tédéum, le président fait un ensemble de choses. Donc si les sénateurs, et c'est ce qu'on espère, sont au courant en fait tous de leur mission, évidemment ils se présenteront tous et à l'Assemblée nationale pour permettre en fait cette solennité républicaine pour qu'elle soit respectée. Maintenant, dans le cas contraire, il faut que ça se fasse avec le souverain, c'est-à-dire le peuple. Voilà. Le président prêtera serment par devant le peuple. Et donc, du coup, on aura manqué en fait un caractère solennel comme le voudrait la Constitution. Mais en aucun cas, la présence ou l'absence de quelques sénateurs au niveau du Parlement ne peut empêcher l'arrivée du président élu. Ça aurait été en fait une anomalie grave. D'ailleurs, vous pouvez être dans une situation où tout le Sénat est dans l'opposition. Et si jamais on élisait un président et que le Sénat était totalement opposé, alors on n'aurait jamais eu de président. Mais non, c'est pas ce que veut la Constitution. La Constitution veut donner un caractère républicain, un caractère solennel à cet acte. Mais si jamais les conditions ne sont pas réunies, eh bien, le président prêtera serment, il entrera en fonction par devant le souverain, c'est-à-dire le peuple. Et le souverain est au-dessus de tout. Bien sûr, vous avez raison. Cela dit, la Constitution reste la Constitution et elle est claire sur ce point-là. Il faut qu'il prête serment devant l'Assemblée nationale. Est-ce que malgré tout cela ne pose pas une question? Ou plus exactement, est-ce que cela ne met pas le doigt sur un point faible de la Constitution? Bon, des points faibles de la Constitution, il y en a beaucoup. Mais des incompréhensions, des gens qui ne sont pas au fait de leur mission et du sens de la Constitution, aussi, ça pose quelques problèmes. Je vous rappelle que la présence des sénateurs et des députés en séance est obligatoire parce qu'ils sont payés pour. Le peuple les a élus pour ça. Ils sont en train d'être payés, c'est-à-dire en fait, avec l'argent du contribuable pour être présents. Et en fait, les 5 dernières années, on a constaté une politique de la chaise vide, constatée au niveau du Parlement. Ça, c'est pas l'esprit de la Constitution. Un parlementaire, en fait, sa place, c'est au niveau du Parlement. Si on est sénateur, sa place, c'est au Sénat. Si on est député, sa place, c'est à la Chambre des députés. Maintenant, quand il y a un acte législatif à poser, donc le sénateur ou le député peut voter pour ou contre. Mais cette histoire qu'on ne vient pas parce qu'on n'aime pas ce qui va se faire, ça, c'est contraire à l'esprit de la Constitution. Et en aucun cas, la présence du président élu au niveau de l'Assemblée nationale ne donne droit à un vote. Donc, c'est bien pour cela que je dis que c'est un acte solennel. Donc, l'Assemblée nationale ne va pas voter pour le président élu. L'Assemblée nationale, donc le corps se réunit pour évidemment donner un caractère solennel à la présence en fait d'un nouveau chef d'État au sein des institutions, tout comme en fait ça se faisait dans le temps ou dans un certain nombre de pays par devant en fait l'autre pouvoir qui est le pouvoir judiciaire. Donc il ne faut pas que les sénateurs pensent que le fait de ne pas aller au Sénat, ça correspond à ce que veut la Constitution. Au contraire, c'est contraire à ce que veut la Constitution. Donc, Monsieur Lubéry, si je vous ai bien compris, vous êtes catégorique. L'absence de quelques sénateurs à la cérémonie ne saurait en aucun cas empêcher le président Jovenel Moïse de prêter serment et de devenir le président constitutionnel du pays. C'est ça.
Voilà, je crois que tout a été dit. Merci infiniment, Monsieur Lubéris, de nous avoir accordé cet entretien et bonne fin de journée. Le ministre de la Justice nie avoir montré du mépris envers le Sénat de la République en ne répondant pas à sa convocation la semaine dernière. Camille Édouard Junior évoque un retard administratif dans la transmission des informations entre le Parlement et le ministère qu'il dirige pour expliquer ses absences répétées aux différentes invitations et à l'interpellation de la Commission Justice et Sécurité du Sénat. Et nous te recevoir une invitation et Sénat République là, le 6 janvier. L'un te recevoir invitation, c'est à 2h, bureau nous informer nous. Nous avons déjà une réunion de planification et de sécurité. Par respect pour le Sénat de la République, nous écrit quand même pour nous dire, mais qui côté nous y est, mais et objet qui fait que nous ne pouvons pas répondre à l'invitation urgente, ça, nous te dit deux bagages. Nous te dit premièrement, nous avons un rapport que nous avons préparé qui a fait suite à l'échange que nous avons gagné, les séances de travail que nous avons gagné avec la Commission Justice Sécurité Publique Sénat. Et c'est dans ce sens que nous avons vu le rapport Sabayo, qui gagne un certain nombre d'informations relativement sensibles, mais eux-mêmes sont capables d'édifier. Et deuxièmement, nous avons dit que nous sommes disponibles pour eux et à n'importe quel moment que vous souhaitez ça. Nous avons une deuxième invitation qui était prise en forme de convocation. Et c'est la Chambre des députés qui était voyée au CSPN. Nous tous nous avons reçu la lettre, nous avons préparé la documentation parce que nous, dans le respect pour l'institution, nous avons venir. C'est dans la radio que nous apprenons que le président de la Chambre des députés a dit que la convocation CSPN est reportée s'inédit. Nous n'avons pas jamais joindre correspondance qui était établie nous ça. Et priorité, gouvernement qui c'est priorité nous, c'est permettre que l'engagement que nous prenons envers la population, notamment pour organiser de bonnes élections, que tout le monde est capable d'exprimer, pour permettre que l'institution joue le rôle. En même temps, il y a un paquet de faits qui produisent dans la société, que je pense que il y a pile de monde qui t'a doué et intéressé à eux. Notamment le problème qui gagne dans la région des Palmes, par exemple, à Vivi Mitchell. Notamment le problème qui gagne avec la question de renforcement en matière de sécurité. Donc, c'est tout aspect ça que nous travaillons sur. Et le rapport que nous te promettons, Sénat République, est prêt. Dans les prochaines heures, il n'a pas transmettre qui y a un ensemble d'informations et observations que nous faisons par rapport à ensemble engagement que le pays a gagné et que y a nécessité pour nous garder en profondeur par rapport à tout ça que nous gagnons qui lie le pays ça. Le présumé chef de gang Saint-Jean Romélien, alias Tête Calée, a été entendu ce lundi par le juge d'instruction Brédy Fabien. Assisté de son avocat, maître Léni Télisma, Saint-Jean Romélien, qui répond au nom de Junior Decimus, selon son défenseur, a nié toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, à savoir entre autres malversation, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et assassinat. Selon son avocat, Saint-Jean Romélien a été transféré depuis la prison civile du Cap-Haïtien, où il était détenu auparavant, au pénitencier national. L'accusé doit de nouveau se présenter au cabinet d'instruction sous peu. Donc, si on est cap fait social, cap fait Kayanwa, cap fait route,
avec organisation, avec ONG. Monsieur pas aucun problème avec monde, aucun problème avec citoyens dans la zone. Tout ça va arrêter le même. Hein? Eh bien peut-être que monsieur trop bien campé, bel petit garçon, on prend une belle veste sous lui, on va dans yo arrêter le ça. Qui charge au retenu contre lui? Moi même pas aucune charge m'a rien. Et parole a pas dit. Juge là pas dit rien. Yo vont un dossier ba juge là. Juge là pas fait dossier. Juge là pas instruit. Ils ont affaire côté que yo dit monsieur c'est chef ganglier que c'est pas vrai du tout pas un bail comme ça. Son équipe va passer 8 jours au Mexique avec $800 américains dans poche li. Seul accompagné. Comme vous le savez, peu de mots suffisent souvent pour accuser. Moi dis en tant qu'avocat inculpé, il n'y a pas aucune charge contre lui parce que il n'y a pas fondé. Parallèlement, le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, a été entendu ce lundi par le juge Jean-Wilner Morin. Il est accusé de complicité d'assassinat dans le cadre de l'affaire du policier Rigaud Claude Clermont et également dans la libération du chef de gang Lélé, alias Jean Hilaire Ladouceur. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a présenté ce mardi le rapport sur l'étude du micro-zonage sismique de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Une étude réalisée dans le but de réduire la vulnérabilité de la construction anarchique dans certains secteurs. Démarche d'une grande importance pour le pays, selon le directeur général du Bureau des Mines, l'ingénieur Claude Prepti. Parce que le 12 janvier, nous avons remarqué qu'il y a des quartiers qui étaient affectés, il y a d'autres qui n'étaient pas affectés. Donc, le problème de sol là, nous avons joué sérieusement. Donc, si nous n'avons pas de reconstruction, nous ne sommes pas capables de reconstruire la vulnérabilité, à reconstruire de la même manière. Donc, il fallait savoir. Et pour savoir, il fallait entamer cette étude de micro-zonage sismique. Objectif, c'est étudier les différentes formations géologiques, qui comportement sol ça face à phénomène sismique là, qui côté que faille passer, qui côté que nous avons un glissement de terrain, qui côté que nous avons des zones de sol qui sont fiables. Donc c'est des informations qui permettent que nos ingénieurs, ou constructeurs, ou aménageurs fassent de bonnes constructions. Si c'est reconstruire, pour construire mieux reconstruction. Si c'est aménager une zone qui peut construire, pour dire mais règlement pour nous aménager la zone là. Donc c'est un outil de base indispensable pour la reconstruction. Et TPTC fait sortir un code du bâtiment. Donc leur associer code du bâtiment avec étude de micro-zonage qui est local, eh bien pratiquement tout ingénieur qui a des outils de première main pour permettre de faire de meilleures constructions que ça qui existait avant 12 janvier 2010. Ouverture ce mardi d'un forum organisé par l'Office de la protection du citoyen, OPC, à l'hôtel Montana. Durant 2 jours, les membres de la société civile discuteront d'une proposition de loi élaborée par l'OPC sur la réforme de l'administration pénitentiaire en Haïti. Une fois validé, ce texte sera acheminé au Parlement. Vers la réforme de l'administration pénitentiaire en Haïti, une proposition de loi a été élaborée par l'Office de la protection du citoyen. Dans ce document de 25 pages, l'OPC a mis l'accent sur la nécessité d'adopter de nouvelles dispositions en ce qui concerne la mission de la direction de l'administration pénitentiaire, les conditions de détention des prisonniers, la mise en place d'un programme de réinsertion sociale des détenus, entre autres. La protectrice du citoyen Florence Elie replace la réalisation de ce travail dans son contexte. L'idée de cette loi, c'est les conditions de vie. Nous connaissons que l'administration pénitentiaire pas marché bien. Nous connaissons que il y a plus de 11 000 détenus dans le pays à cap souffrir. Et moi-même qui rentre dans Titanic toute la journée, contrairement à magistrat avec le commissaire gouvernement, moi je dis nous que situation vraiment l'homme entrer en dedans, me passer des jours et des jours que me pas vivre tellement son situation infrahumaine. Cette situation infrahumaine préoccupe au plus haut point l'OPC qui collabore de longue date avec la direction de l'administration pénitentiaire. Cette dernière se dit consciente de cette triste réalité, mais déplore le fait qu'elle ne dispose pas d'assez de moyens pour répondre aux besoins des prisonniers. D'où la nécessité d'élever la direction de l'administration pénitentiaire au rang de direction centrale, affirme le commissaire divisionnaire Jean Gardy Muscadin.
Ça veut dire que vous avez une capacité structurelle, une capacité fonctionnelle pour être capable de répondre à la mission qui c'est garder et réhabiliter les détenus. Notons que la proposition de loi sur la réforme de l'administration pénitentiaire a été rédigée par des experts en droit et financée par la MINUSTA. Dans le cadre d'un forum de 2 jours organisé par l'Office de la protection du citoyen, ce document est donc soumis à l'appréciation des membres de la société civile œuvrant dans les domaines de la justice et des droits humains. Une fois validé, il sera ensuite acheminé au Parlement pour les suites nécessaires. Un plan révisé de stratégie nationale contre la violence à l'égard des femmes 2017-2020 a été présenté ce mardi par la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Marie-Denise Claude, l'occasion pour elle de faire le point sur les progrès réalisés avec le dernier plan national mis en œuvre de 2012 à 2016. Le viol, c'est une forme de violence qui est plus criante. Mais nous parlons de toute qualité de violence, violence physique, violence psychologique, disons violence côté fille n'a pas accès à un nombre de services. Par exemple, si on prend au niveau politique, les violences qui manifestent au niveau politique, que femmes n'ont pas capable de représenter valablement, ou bien violence économique parce qu'ils n'ont pas accès au crédit. Ce sont des formes de violence que nous faisons en tant que société pour nous bannir, pour que tout le monde soit capable de gagner la plénitude de jouir de leurs droits civils et politiques, mais aussi économiques. Donc, ces plans national là, il n'est pas seulement couvrir à faire violence, mais son ensemble de droits que nous gagnons et que nous pas respectés, mais aussi de violences que la société a fait sous eux à travers, des fois, même des institutions. Donc, il y a cette prise de conscience. Donc, troisième plan, c'est que nous continuons à travailler et que je dis à nous venir institutionnaliser question et que si je dis par exemple dans les commissariats, nous avons dans 18 juridictions que nous avons des commissaires qui là pour recevoir mesdames les victimes, les grands problèmes, pour ne pas sentir peur pour aller présenter devant la justice. Nous avons en pile attente que nous attendons et attente ça pour nous combler, c'est d'abord une prise de conscience, mais aussi c'est la volonté et la participation de tout le monde, de toute structure dans la société qui pour prendre conscience que c'est une question importante pour que nous soyons capables de vivre dans une société côté personne pas doué à vivre sous violence. Au moins 4 personnes ont trouvé la mort ce mardi au centre-ville de Port-au-Prince, plus précisément au marché Hippolyte, lors d'une fusillade. Selon des témoins, des individus armés ont ouvert le feu sur des cambistes qui sont toujours dans la zone. L'information a été confirmée par le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers, qui annonce l'ouverture d'une enquête. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.